Diag 26 000 vous présente ses partenaires. Oui, bonjour Manuel et bonjour à tous ceux qui regardent notre chaîne YouTube. Alors, Manuel, tu as créé Décalage là, du côté d'Aix-en-Provence. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur quoi tu travailles? Je crois que c'est un petit peu au-delà de la RSE et plus globalement sur la stratégie et les transformations. Merci de me donner l'occasion de présenter Décalage, qui est une société de conseil, en fait, qui accompagne les entreprises et tout type d'organisation, d'ailleurs, dans leur représentation du futur, leur stratégie. Notre métier principal, c'est d'aider des organisations à formuler leur vision d'un futur souhaitable et ensuite les aider à se mettre en route pour y parvenir. Voilà. Et dans ce travail-là, très vite, s'est imposée à nous la question de la responsabilité. Et on est allé questionner cette question de la responsabilité des organisations. D'accord, donc c'est peut-être, puisqu'on parle de responsabilité, c'est peut-être pour ça que tu as choisi de rejoindre Diagnostic 6000 et l'écosystème avec les outils. Tu peux peut-être en dire deux mots sur comment tu utilises ça chez tes Ouais. clients et qu'est-ce que tu en penses? Alors, avant ça, si tu veux, c'est juste, nous, pour te préciser comment on l'utilise, on a finalement deux pôles dans Décalage. Un pôle qui est l'accompagnement des collectifs dans la conduite du changement, Mhm. comité de direction, équipe de cadre, équipe, voilà, et collaborateurs. Et puis, on a un pôle qui est l'accompagnement des individus pour les aider à développer leur aptitude au changement. Parce qu'on se D'accord. rend compte que quand on accompagne des collectifs, on a souvent des personnes qui sont un peu laissées sur le bord de la route et qui sont, voilà, pour des raisons diverses, ont une aptitude au changement un peu difficile, en tout cas un peu limitée, et on essaye de les accompagner. Et puis, on a deux convictions fortes. C'est l'idée que l'entreprise, moi, je suis entrepreneur depuis, on va pas le dire, mais un certain temps, et que j'accompagne des entreprises depuis longtemps aussi. Et je pense que c'est l'endroit privilégié pour changer le monde. En tout cas, c'est celui dans lequel j'ai le plus confiance. Mais pour peu qu'elles exercent leur pleine responsabilité. Il faut les aider pour ça. Et donc, cette question de la responsabilité, elle est centrale. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible de penser de façon pérenne une organisation qui assumerait pas ses responsabilités, qu'elles soient économiques, bien sûr, mais sociales, sociétales et environnementales? Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on est arrivé finalement à s'intéresser de près à la RSE. D'accord. Et donc, pourquoi Diag 26 000? Hein, alors, on a commencé, nous, par être expert référencé Lucie 26 000, parce qu'il fallait Mhm. choisir un organisme de labellisation pour accompagner nos clients. Et en fait, quand j'ai découvert Diag 26 000, j'ai trouvé que c'était extrêmement complémentaire. C'est-à-dire que c'est un outil pour moi, un outil de travail pour aider mes clients à questionner leur partie prenante. Alors, encore plus maintenant avec la Diag 360. Mais c'est l'idée que voilà, on a un vrai outil pour poser un premier diagnostic. Et ça, voilà, qui simplifie considérablement le travail. Avant, on le faisait avec nos petites mains, on fabriquait des questionnaires. Voilà. Aujourd'hui, l'outil Diag 26 000, il est pour ça très utile. Et en plus, je pense que là, il y a une autre chose qui m'a séduite, c'est la dimension associative, conviviale, sympathique, voilà, hein, qui a achevé de me convaincre. Voilà, c'est un réseau en plus il est agréable avec lequel il est agréable de travailler, qui est compréhensif, à qui je peux reposer 10 fois la même question et tu me réponds toujours avec la même patience. Donc ça, c'est formidable. Ouais, merci Manuel. Oui. Oui, alors quelques mots sur les infographies que tu as choisies. Donc, je crois qu'il y en a une qui t'a interpellé là sur les cadres et le rôle des cadres dans les démarches RSE et leur scepticisme. Ouais. Et je pense, mais peut-être de façon peut-être un peu provocante, mais que ouais, il y a des organisations dans lesquelles les cadres sont extrêmement malmenés. Et c'est normal, du coup, qu'ils soient sceptiques. Quand les orientations de l'entreprise ne sont pas claires, quand la responsabilité de l'entreprise n'est pas clairement assumée, quand il y a des changements de direction, pas, je dirais de direction stratégique, hein, des changements d'orientation stratégique non expliqués, tout ça, quand il n'y a pas des politiques très claires, fait que les cadres, leur réflexe, c'est de se protéger
donc de faire, voilà, de se mettre quelque part en retrait des organisations. Donc vraiment, il y a un rôle absolument déterminant. On ne peut pas mettre en place une politique RSE digne de ce nom dans une organisation si on n'a pas mouillé jusqu'à la racine des cheveux les cadres, s'ils ne sont pas porteurs complètement du message, s'ils n'ont pas le périmètre de responsabilité, si on ne leur a pas donné à eux-mêmes le périmètre de responsabilité pour qu'ils puissent mettre en œuvre, pour qu'ils Hmm. puissent être un des acteurs véritables de cette transformation. Si on se contente d'en faire des passeurs de messages, des courroies de transmission, bah, moi je dis que très très vite, et déjà, il y a des systèmes de messagerie électronique bien plus efficaces et bien moins coûteux. Ok, ben merci. Oui, une autre infographie qui se rapproche peut-être des démarches qualité classiques, là, avec les démarches d'amélioration continue. Donc là aussi, tu avais des commentaires à faire. Ben, oui, c'est-à-dire que 26 000, c'est un référentiel ISO. Donc, il est normal qu'ils soient imprégnés de ce principe d'amélioration continue. Et c'est très bien, hein. L'idée maintenant, c'est que peut-être l'horizon est plus large. Aujourd'hui, et que le questionnement autour de cette question centrale, il est de nature à modifier très profondément les organisations, à questionner le modèle de création de valeur, à transformer la pratique. Et aussi, moi, je me rends compte avec l'expérience, là, avec la pratique, à découvrir des ressources insoupçonnées de performance. C'est-à-dire Hmm. que ce qui est totalement, ce qui est très, très intéressant, c'est que quand tu vas questionner les modèles en se posant réellement la question des impacts et des externalités, ça rend très créatif. Ouais. Et on a des organisations qui ont beaucoup à gagner en termes de différenciation concurrentielle et d'avantages concurrentiels. Donc, on est au-delà de l'amélioration continue. Il y a, je pense, ce principe voilà, ancré, hein, euh, et qui est nécessaire. Mais on va bien au-delà. Je pense que ça vient questionner, chatouiller, exciter la créativité des D'autres organisations. d'autres niveaux, oui. Ok. Et puis pour terminer, donc une infographie qui n'est pas issue des data d'IAC 26000, là, mais qui est issue d'un sondage Segos, donc au niveau de le simple affichage ou le vrai engagement. Donc je crois aussi que là, c'est des chiffres qui t'inspirent. Bah oui, parce que évidemment que la tentation était grande de repeindre la façade en vert pour beaucoup d'entreprises et de se saisir du phénomène de mode. Maintenant, moi j'ai une conviction très forte aussi, c'est que le métier de chef d'entreprise, c'est d'assurer la pérennité de son organisation. Et quand il y a un choix à faire entre la pérennité, qui est ontologiquement ma responsabilité, et la vertu, bah, le choix est vite fait, c'est la pérennité qui l'emporte. Et c'est normal, c'est ma fonction, je suis payé pour ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une période assez formidable, un peu chaotique, certains diront, mais assez formidable, où, pour peut-être la première fois dans l'histoire de l'économie moderne, la vertu vole au secours de la pérennité. Il est aujourd'hui très difficile, il me semble, de penser le futur d'une organisation sans penser ses externalités, sans les peser et sans questionner le périmètre de responsabilité de cette organisation, le périmètre qu'elle devra assumer pour exister demain. Il ne s'agit pas, et moi vraiment, c'est la première chose que je dis à mes clients pour que les choses soient bien claires avec eux. Moi, je ne suis pas un militant de la RSE, je ne suis pas un militant de l'environnement, d'ailleurs, je suis pas très compétent dans ce domaine. Là, mais moi, je suis un militant de l'entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est que les entreprises existent demain. Et pour qu'elles existent demain, il faudra qu'elles soient vertueuses. Il faudra qu'elles soient vertueuses économiquement, il faudra qu'elles soient vertueuses sur le plan environnemental, et bien évidemment, il faudra qu'elles soient vertueuses sur le plan social et sociétal. Sinon, elles n'auront plus de clients, elles n'auront plus de fournisseurs, elles n'auront plus de collaborateurs, et de toute façon, la réglementation les aura tués. Donc, Ok. par quelque bout qu'on le prenne, on a aujourd'hui une obligation pour assurer la pérennité en tant que dirigeant, pour assurer la pérennité de nos organisations, on a une obligation d'être vertueux, et ça, c'est une nouvelle formidable.
Bon, ben merci Manuel, c'est une belle conclusion. Donc j'espère que ces quelques mots-là donneront envie à plein de responsables d'entreprise de t'appeler pour les aider dans leur transformation. Et puis ben, à bientôt sur notre chaîne Bah, YouTube. écoute, merci beaucoup, puis je suis à la disposition, bien évidemment, pour en parler avec qui a envie.